bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine. Alors maintenant, je sais que l'on ne dit pas juste Hélène Drouin, mais Docteur Drouin, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Bienvenue Hélène dans ce deuxième épisode du podcast. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, contente d'être là. Super. Alors depuis hier, Hélène, on te voit en caméra parce qu'effectivement, pour l'instant, tu n'es pas dans le coin. On a quelques heures de décalage et on te voit surtout avec un énorme sourire. Alors, je ne sais pas si c'est l'enthousiasme de participer au podcast ou si c'est peut-être aussi ce que tu as fait un peu plus récemment, il y a quelques jours. Donc, on va revenir là-dessus. Clôturons peut-être aujourd'hui sur cette partie triathlon qu'on a abordée hier. Comment s'est passé ton Ironman? Donc, tu nous as dit que tu avais beaucoup apprécié la partie vélo, mais ensuite sur la partie course à pied, c'était la canicule, le parcours avait été un petit peu réduit. Comment est-ce que tu appréhendais la course et comment est-ce que ça s'est passé réellement? En fait, je suis vraiment amatrice en triathlon. Je suis lente par rapport à beaucoup de personnes, donc j'ai pas d'attente de chronomètre ou d'espérance de temps. Donc je pense que mon approche elle est celle de quelqu'un qui prend son temps. Donc j'ai vraiment apprécié en fait tout ce parcours. Je trouvais que j'avais énormément de chance de pouvoir nager dans la mer et puis faire un super parcours vélo sans voiture. Donc j'étais super heureuse en fait, je vous avoue. Mais voilà, c'est parce que j'ai pas d'objectif de chrono. Et alors, une fois que tu passes la ligne, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu te dis ah non, j'ai trop souffert, plus jamais ça, ou au contraire tu te dis c'était tellement jouissif que je sais pas lequel je ferai bientôt, mais j'en referai un autre. Dans quel état d'esprit étais-tu une fois que tu as passé la ligne? Que c'était une super expérience et que c'est vrai que ça me permet de rendre visible tous les efforts qu'on a fait sur toute la période de préparation. Je pense que c'est gratifiant de voir à un moment donné qu'on arrive à avoir une performance comme ça et de progresser. C'est plutôt encourageant pour la suite. Et donc du coup, alors depuis ce fameux Ironman de Nice en 2019, alors t'en as peut-être pas refait un sur la saison 2019. Mais qu'en 2020 c'était plus compliqué aussi. Oui, c'est ça. Donc effectivement, j'étais plutôt lancée justement dans ma préparation, mon projet pour l'Everest. Donc avec mon cursus à l'hôpital en même temps, il faut faire des choix. Donc j'imagine. J'étais plutôt sur la partie alpinisme. Parce que tu nous disais effectivement, tu faisais des semaines à 60 heures. On y reviendra peut-être sur le côté organisation et gestion du temps parce que ça doit être assez impressionnant quand même de gérer ça avec une préparation Ironman. Mais surtout, tu viens de le mentionner, ta préparation pour l'Everest. Et donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça que t'as la banane en ce moment. En fait, on l'a pas encore dit, mais en ce moment, tu te trouves à Katmandou. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta fameuse préparation, le point culminant finalement de cette expédition, et en fait pourquoi est-ce que tu es à Katmandou aujourd'hui tout simplement? Donc je suis à Katmandou aujourd'hui parce que j'ai fait le sommet de l'Everest le 11 mai. Donc ça a été un long cheminement jusqu'au sommet de l'Everest. Et comment on fait pour passer de Ironman de Nice en 2019 à le sommet de l'Everest? Donc c'est une succession d'étapes. Donc comme je vous dis, je suis amatrice, je suis pas professionnelle. Donc je fais les choses parce que ça me fait plaisir ça me fait plaisir et parce que aussi je mets pas de pression par rapport à des chronos, des objectifs de performance en fait. Donc je prends les choses un peu tranquillement. Donc j'ai fait beaucoup d'alpinisme donc quand j'étais adolescente et puis de plus en plus des sommets plus hauts. À 20 ans j'ai fait le Mont Blanc par une voie qui s'appelle les Trois Monts qui est un peu plus technique. Et ensuite j'ai fait d'autres glaciers, le Mont Rose, d'autres glaciers dans les Alpes. En 2018, j'ai fait un 7100 mètres Kyrgyzstan sans oxygène. Donc ça, c'était une première expérience de petite expédition, on va dire.
Et je pense que voilà, du coup, on a toujours envie d'aller un pas plus loin. Donc le pas après un 7000 mètres, c'est un 8000 mètres. Donc je m'étais donné l'objectif de l'Everest. Donc voilà, c'est un parcours en fait de sport de montagne essentiellement, d'alpinisme, mais surtout de sport d'endurance en fait, de longue distance, et qui permet d'entraîner le corps et de faire en sorte que le corps mémorise en fait des patience, un effort sur une longue durée. Donc tu nous dis que quand tu as passé la ligne de cet Ironman en juin 2019, tu savais que tu voudrais en refaire, mais que malgré tout, tu avais déjà ce projet de l'Everest en tête. Quand est-ce que ton projet est né et sur quelle période tu as préparé tout ça ? Donc mon projet, je pense qu'il est né graduellement. Je pense qu'en partie, le Mont Blanc à 20 ans, ça fait réfléchir à des sommets plus hauts. Et en fait, à 22, 23 ans, je connaissais indirectement des gens qui avaient fait l'Everest, qui m'avaient parlé d'Everest. Et puis, en 2018, mon sommet, du coup, de 7000, c'était pour la préparation de l'Everest, où là, j'ai rencontré aussi un ami qui a fait l'Everest en 2019. Voilà, donc en fait, c'était un sujet de conversation qui est venu déjà depuis plus de 5 ans, avec des personnes voilà, qui ont réussi ce sommet et qui étaient absolument émerveillées par tout ce process en fait d'expédition. Donc l'Ironman, c'était en partie aussi pour m'entraîner à quelque chose un peu plus difficile physiquement, engageant, et puis sur une longue durée. Donc ça faisait partie aussi de mon plan pour habituer mon corps à des épreuves un peu plus exigeantes, on va dire. On en a déjà parlé dans ce podcast avec Olivier. J'ai aussi un projet de défi sportif l'année prochaine qui n'est pas l'Everest, hein. Absolument pas. En tout cas, je me sens pas prêt à me lancer dans un projet comme ça. Moi, j'ai prévu une préparation aussi bien physique que globale sur 18 mois. Toi, tu nous dis que c'est quelque chose que tu as préparé sur 5 ans. Comment est-ce qu'on prépare un tel projet, même quand on est déjà alpiniste, quand on a déjà une connaissance de la montagne, quand on a déjà eu affaire à la montagne, quand on a déjà fait un 7000 quelques mois avant? Oui, je pense que ça dépend des parcours de chacun. Donc voilà, j'étais au courant de l'Everest il y a 5 ans, mais dans ce projet en 2017, donc il y a 4 ans, l'année suivante, du coup, j'ai fait le 7000. Donc il faut prévoir des épreuves physiques qui soient de manière progressivement croissante. Donc c'est ce que j'avais fait, le Mont Blanc, puis des marathons, après un demi-Ironman, ensuite un Ironman, ensuite d'autres glaciers, ensuite un glacier à 7000, ensuite voilà, je pense qu'il faut avoir une marge de progression, ce qui permet de valider chaque étape, et puis peut être en confiance, et puis apprendre des choses aussi, et rencontrer des personnes qui peuvent nous aider pour l'étape suivante en fait. Donc je pense que c'est des petits pas des petits pas. Et alors tu disais que tu avais un coach pour la partie triathlon. Tu avais un coach aussi pour l'Everest? Oui, entre guillemets, en fait, c'est un guide de Chamonix avec lequel j'ai fait des stages de glace à plusieurs reprises, et plus récemment l'année dernière, et puis cet hiver aussi avant de partir. Donc voilà, avec ce guide, on a travaillé sur justement les techniques de glace, escalade de glace et puis cramponnage. Tout à fait. Tu nous as dit que tu faisais ton internat en Bourgogne, à Dijon, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de montagne là-bas. Comment est-ce qu'on se prépare à une ascension aussi petite soit-elle? Je veux dire, quand tu vas faire le Mont Blanc, c'est pas l'Everest, mais malgré tout, ça reste une ascension, et en plus mythique. Comment est-ce qu'on s'y prépare quand on est dans un plat pays? Alors le plat pays, j'ai été que depuis 2 ans et demi. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est que dès qu'on a les vacances, dès on peut aller en montagne, faire du dénivelé. Je pense que le plus important, c'est faire beaucoup de dénivelé en fait. Il faut s'habituer le corps à avoir des montées sur de longs parcours, et des descentes aussi sur les longs parcours, surtout les descentes, parce que c'est pas facile d'enchaîner des longues descentes. Donc voilà, au maximum possible, être en montagne, s'habituer à son environnement, je pense que c'est peut-être la clé. Moi, en fait, je suis surtout très curieux de connaître dans les détails l'expédition. On peut peut-être en revenir là-dessus demain. Tout à fait. Tu m'as fait une très belle transition. Donc Hélène, docteur Drouin, à demain. À demain, ça me fait plaisir. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.